Président. On passe maintenant à Michel Mongelot pour une intervention complètement en continuité à propos des réseaux Monet-Schuman. Donc, Michel, j'ai déjà dit, est directeur de l'Institut d'études européennes de Paris 8, professeur de sciences politiques, ancien secrétaire général de l'Association française de sciences politiques, donc professeur agrégé de sciences politiques, mais aussi historien, un grand spécialiste de l'histoire de la France et de la construction européenne. Et donc, on attend ton intervention avec impatience. Merci beaucoup, Laurent. Je pense être en continuité vraiment importante avec les deux interventions passionnantes qui ont précédé. Comme politiste travaillant sur l'histoire, je vais traiter les deux figures de Monet et de Schuman à travers leurs entourages. Ce que j'ai choisi d'appeler les équipes de Monet et Schuman. Le terme d'équipe renvoie à une mise anthropologique de Bellay dans son ouvrage classique Les règles du jeu politique, où il analyse cela entoure des équipes et des leaders. Qui étaient les équipes et qui étaient les leaders? De façon plus claire, qui étaient les proches monétistes, qui étaient les proches schumaniens? Il s'agissait tous d'hommes. Il n'y avait pas de femmes à l'époque parmi ce réseau. Je traiterai ici, je précise vraiment d'un point de vue méthodologique, des conseillers officiels aux fonctions institutionnelles. Je ne traiterai pas des amis ou des proches qui se mélangeaient très souvent. Cela nécessiterait d'ailleurs une autre type d'approche, tant d'ailleurs le réseau de sociabilité internationale de Monet était important. Et le réseau d'amis personnels, qu'a rappelé Sylvain, de Schuman, était important également. À cela s'ajoute une limite temporelle. Je débuterai donc, non pas au moment de la rencontre Schuman-Monet, qui vient d'être rappelée en juin 1946 par Alessandro, mais plutôt à partir de l'interaction, à partir donc de 1950. Je traiterai d'abord, dans une première partie, les réseaux et des réseaux parallèles, qui sont le reflet de la différence de leur trajectoire, qui ont bien été expliquées par Sylvain. Monet, l'homme de plusieurs vies. Schuman, une seule, de parlementaires et de ministres. La véritable interaction, ou plus exactement fusion, entre les équipes Monet et Schuman intervient à l'occasion de la préparation du 9 mai, que j'analyserai comme un coup diplomatique sans diplomate, puisque dans les équipes respectives de Monet et de Schuman, il n'y avait pas ou presque pas de diplomates. Je commencerai ensuite d'étudier donc la différence des deux équipes initiales. J'analyserai l'interaction autour du 9 mai ou la fusion de ce coup diplomatique sans diplomate. Et enfin, si j'ai le temps, je terminerai par le devenir de ces réseaux, dont on parlera peut-être également à la fin de ce colloque. Alors, les réseaux initiaux, qu'en est-il? Première partie. Le réseau de Monet est plus étoffé et plus structuré. Le réseau de Schuman est plus épars et plus dispersé. Mais ce qui me semble important, c'est le rapport que les deux hommes entretenaient avec leur équipe. Monet a tendance à beaucoup se livrer, il est systématiquement entouré, il demande beaucoup à ses équipes. Comme manager, il y a une phrase célèbre où il épuisait ses équipes, et il y a une phrase également de Clapier qui dira dans un témoignage rétrospectif « C'était un tyran, Monet, admiré par son équipe ». La relation de Schuman avec ses équipes est très différente, puisque Schuman est secret, voire solitaire. Il accorde de peu sa confiance. Pour citer un de ses anciens collaborateurs, il aimait le silence et le recueillement, ce qui était moins propice aux entourages, et il privilégiait des relations anciennes, amicales, et sur lesquelles je n'insisterai pas ici. Alors, l'équipe de Monet au plan, elle a été rappelée, j'irai très vite, c'est un point assez connu. Il y a effectivement les collaborateurs qui ont été cités, Hirsch, ingénieur, successeur de Molé à la tête du plan, Pierre Uri, dont on vient de parler, le philosophe devenu économiste, je fais référence ici à l'ouvrage issu d'un colloque du Grand Continent qui a été dirigé par Alexandre Giaconet, paru il y a quelques semaines. François Fontaine, le journaliste devenu chef de cabinet de Monet au commissariat général au plan. Il y a Paul Delouvrier, l'inspecteur général des finances, qui a quitté le plan assez tôt en 1948. Il y a enfin Jacques-René Rabier, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, avant d'être chargé de mission au plan.
Et enfin, Jacques von Helmont, diplômé de l'École libre des sciences politiques. On peut rajouter à ce réseau initial du plan une personnalité qui va se rajouter et qui va jouer un rôle clé, qui est le professeur de droit Paul Rother. Alors, concernant les collaborateurs de Schuman, il y a des ajustements liés au portefeuille que vient de décrire Alessandro. Je n'insisterai pas évidemment sur ce qu'il a dit, donc je me contenterai de rappeler d'abord qu'aux finances, son premier chef du directeur de cabinet, François Bloch-Téné, celui-ci, Schuman, le nomme directeur du Trésor le 12 mai 1947, et donc il faut le remplacer. Et c'est d'ailleurs Bloch-Téné qui présente à Schuman Bernard Clapier, l'inspecteur des finances, sans aucune attache avec le MRP, ni avec aucun autre parti, et il remplace donc Bloch-Téné comme directeur de cabinet. Jean Guyot, inspecteur des finances, comme l'a montré également Alessandro, l'auteur de sa biographie, est d'abord le collaborateur de Schuman dans les différents portefeuilles qu'il a exercés, avant de devenir un molettiste. Alors prenons le cas du cabinet au Quai d'Orsay de Schuman. Pendant la déclaration, Jean Guyot a quitté le cabinet en avril 1948, le cabinet Schuman, pour être donc sous-directeur au Trésor. Et donc, le cabinet de Schuman au Quai d'Orsay est dirigé par Bernard Clapier, sur lequel j'insisterai beaucoup. Le reste de son équipe, il conserve comme chef de cabinet Robert Rochefort, un sous-préfet très influencé par la foi catholique, qui venait d'être nommé inspecteur général de l'administration, qui a gravi tous les échelons de l'administration jusqu'à un niveau relativement élevé, et il devient en 1947 le chef de cabinet, non pas le directeur de cabinet, de Robert Schuman, président du Conseil. Il sera d'ailleurs l'auteur, en 1968, d'un livre sur Schuman aux éditions du Cerf. Il conserve également deux anciens conseillers qui le suivent comme chargé de mission au Quai d'Orsay, Bernard Beck, donc conseiller référendaire à la Cour des comptes, qui était d'ailleurs son directeur adjoint de cabinet à Matignon. Il prend également Robert Bislich-Laurin, vice-président du tribunal de Strasbourg, et enfin, comme chef de son secrétariat particulier, Robert Mersdorf, administrateur des finances. Comme unique diplomate, c'est intéressant à rappeler, Clapier, quand il compose le cabinet de Schuman au Quai d'Orsay, recrute un ancien camarade d'Henri IV, qui est Jacques de Bourbon-Busset. Le témoignage de Jacques de Bourbon-Busset au Quai d'Orsay est intéressant puisqu'il nous dit « Robert Schuman ne connaissait en effet personne au Quai d'Orsay ». Et Bernard Clapier considère qu'il est indispensable que son cabinet comporte un diplomate de carrière. Il apparaissait d'autant plus nécessaire qu'un représentant du Quai d'Orsay figure, nous dit-il, à un rang élevé dans l'entourage du ministre. Donc, Jacques de Bourbon-Busset est fait directeur adjoint de cabinet. Ce dernier, quel profil a-t-il? Attaché d'ambassade après avoir dirigé la Croix-Rouge, est un diplomate plutôt relativement en marge. Pourquoi? Parce qu'il est très vite intéressé par la littérature. Après avoir succédé d'ailleurs comme directeur de cabinet à Clapier, quand celui-ci prendra la direction de Dadreux, il deviendra dès 1952 le directeur des relations culturelles du Quai d'Orsay, avant de commencer une carrière d'écrivain et d'entrer à l'Académie. De Bourbon-Busset dira de Schuman « Il faisait l'impossible pour ne pas se faire remarquer ». En février 1949, Schuman choisit Alexandre Parodi comme secrétaire général du Quai d'Orsay, et on sait que les trois hommes se retrouvaient tous les soirs pour préparer les grands dossiers, Parodi, Clapier, Schuman. Deuxième partie de mon exposé, l'interaction autour du 9 mai. On pourrait même parler d'une fusion, en quelque sorte, des équipes René-Schuman. D'abord, ça a été rappelé précédemment sur les différents dossiers avant le 9 mai, il y a peu d'interactions. Les deux hommes sont en contact depuis 1946, ça a été rappelé. Et dans ses mémoires, Monet rappelle que c'est à la suite d'un malentendu qu'il s'adresse sur la question de la préparation du 9 mai à Schuman. J'avais eu, dit-il dans ses mémoires, un long entretien avec Bernard Clapier, donc il passe par Clapier avant de passer par Monet, la veille d'une première visite de Rother. Le rôle de Clapier apparaît essentiel comme un rôle d'intermédiaire. On pourrait appeler cela un rôle de passeur entre les deux hommes et les deux équipes.
La mythologie est connue, je n'y reviens pas. Clapier remet à Schumann le pli de la première version ou d'une des premières versions le vendredi en partance pour la gare de l'Est. À la fin du week-end, Schumann répond à Clapier « Je marche » d'après les mémoires de Monet. Lors du Conseil des ministres du mardi, la rue de Martignac est en contact avec, au sens téléphonique du terme, le téléphone interministériel avec Clapier à l'Élysée, qui lui dit, à la fin de ce Conseil des ministres, c'est acquis, on peut y aller. Et c'est ainsi que Bernard Clapier accompagne Monet à Bonn. Selon Monet, ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est que Clapier, je cite Monet, assure la liaison entre Schumann et moi, dévoué à notre cause commune, également fidèle à l'un, fidèle à l'autre. Et Schumann a une phrase très forte, il dira que Clapier, c'est de l'or. C'est grâce à lui, dira-t-il dans un témoignage, dans une conférence ultérieure, c'est grâce à Clapier que j'ai osé la déclaration Schumann. Monet considère d'ailleurs que Clapier est l'un des rares confidents des pensées de Schumann. Pour Clapier, l'estime est d'ailleurs réciproque. Il cite dans ses mémoires « Il m'a donné son amitié, il m'a donné sa confiance. C'était un politique d'une espèce rarissime, là il parle de Schumann, au contraire des politiciens qui l'entouraient. » Mais Monet décrit également sa relation propre avec Clapier. Il découvre chez Clapier la même honnêteté intellectuelle, le même désintéressement dans cet homme discret et efficace qui devient, nous dit Monet, son ami en parlant de Clapier. Monet, d'ailleurs, voudra recruter Clapier en arrivant à Luxembourg. Bernard Clapier refusera cette proposition de Monet pour des raisons sans doute de carrière, puisqu'il est directeur général de la Drôme. Alors ensuite, je vais un peu plus vite, Jacques von Helmont devient secrétaire général de la délégation française de la conférence du plan Schumann donnant lieu au traité de Paris. Au Quai d'Orsay, François Valéry, non diplomate également de carrière, fait office d'intermédiaire entre le quai et la rue de Martignac. Et le 12 octobre 1950, Monet appelle comme expert juridique pour remplacer Paul Reuter le conseiller d'État Maurice Lagrange, ancien chargé de mission à la vice-présidence du Conseil. Je me permets de renvoyer à la biographie collective que j'ai réalisée l'année dernière à ce sujet. Le départ de Monet à Luxembourg entraîne une coupure du réseau du plan, puisqu'il y a ceux qui partent, ceux qui restent. Ceux qui partent sont connus, Pierre Eury, bien évidemment, François Fontaine, Jacques-René Rabier, Henri Aujac. Parmi ceux qui restent à Paris, Étienne Hirsch, qui le remplace comme commissaire au plan, Paul Reuter, qui refuse également la proposition de Schumann. Donc je vais un petit peu plus vite sur les réseaux et l'internationalisation et l'européanisation du réseau de Monet, l'appel d'un certain nombre de collaborateurs comme Georges Berthoin, l'internationalisation de ce réseau, évidemment, avec la figure de Max Kunzmann, qu'il va recruter et devenir son secrétaire de la Haute Autorité jusqu'en 1956. Alors, dernière partie, pour conclure, que deviennent ces réseaux par la suite? J'étais un peu surpris en préparant cette communication. Évidemment, il y a un décalage chronologique lié à leur décès, et donc une durée de carrière très différente, même s'ils sont contemporains. Un décalage de 15 ans. En 1955, Schumann préside le mouvement européen. En 1955, il revient aux affaires comme ministre de la Justice, on a tendance à l'oublier. Il choisit qui comme directeur de cabinet? Henri Beyer, un magistrat alsacien qui fait partie de son réseau d'Alsaciens haut-de-Mosellans catholiques qu'il a connu depuis ses études de droit, comme l'a rappelé Sylvain, à Strasbourg. C'est lui, d'ailleurs, à Henri Beyer, qu'il fait appel quand il est nommé premier président de l'Assemblée parlementaire européenne en 1958, issu du traité de Rome. Henri Beyer devient donc son directeur de cabinet, Schumann étant élu par acclamation président de cette assemblée. Petite anecdote que m'a révélée Étienne Deschamps, son cabinet de Robert Schumann comme président de l'Assemblée parlementaire européenne est situé à Paris, au 127 rue de Grenelle, ce qui n'était pas tout à fait inédit. Beyer
son directeur de cabinet donc pendant ces 2 années, va le suivre à partir du moment où Schuman va devenir malade en 1960. Ça va devenir un homme de confiance qui va mettre en œuvre ses papiers après son décès. Beyer aura une phrase assez intéressante. Il dira de Schuman: il ne s'est jamais, sans doute, livré entièrement à personne, en tout cas de ses collaborateurs. Alors, les obsèques de Schuman en 1963, le pouvoir gaulliste ne veut pas d'obsèques nationales. Seul un ministre, Louis Jobbes, représente le gouvernement. Monnet et ses proches ne sont pas invités au déjeuner officiel à la préfecture, craignant sans doute une réunification de la figure des 2 pères de l'Europe. Avec ses proches, ils attendront à la brasserie de la gare de Metz. Adenauer est donc dissuadé également de participer à ces obsèques. Ici, il y a évidemment un contraste frappant avec les obsèques de Monnet où participeront à Montfort-l'Amaury, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Je conclus par quelques éléments sur la survivance des réseaux après 1963 et même 1979. On en parlera peut-être dans la 3e table ronde. Je conclus simplement par un élément qui me semble assez important, qui est un sondage en 1967. L'IFOP pose la question aux Français: qui est parmi les hommes vivants ou morts, français ou étrangers, celui qui a le plus fait pour l'unité de l'Europe depuis 50 ans? Voilà ce que les Français répondent en 1967. Adenauer, 18%. De Gaulle, 15%. Schuman, 8%. Kennedy, 3%. Churchill, 2%. Aristide Briand, 2%. Roosevelt, 1%. Monnet, 1%. Et donc, je citerai ici la phrase de François Fontaine, dont on a déjà parlé. « Nous devons nous jurer, dit-il en 1967, que dans 10 ans, ces proportions seront inversées. Je crois que c'est notre devoir et une grande partie de notre effort jusqu'à la fin de notre vie. » Je pense qu'ils ont réussi de ce point de vue, puisqu'il y a une consécration, on en parlera dans la 3e table ronde, de la figure de Monnet comme le père de l'Europe. Et il y a tout un ensemble de créations de réseaux sur lequel je n'aurai pas le temps de venir ici. Je citerai simplement l'événement évidemment le plus important dans la consécration de la figure de Monnet comme le père de l'Europe, sa panthéonisation en 1988, l'année européenne Jean Monnet décrétée par le Conseil européen, l'écriture à l'époque d'un ouvrage important par Pascal Fontaine, le fils de François Fontaine. Alors qu'il demeurait jusque-là un inconnu, il devient le père de l'Europe. Schuman déclaré, lui, vénérable. La panthéonisation de Monnet transforme Monnet en saint laïque de l'Europe. Je vous remercie. Merci.